Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, ça fait plaisir d'être là avec vous. Bonsoir au JCRM, bonsoir au Kutunujo, bienvenue dans les commentaires. Je vois que ça a commencé déjà directement à discuter, sans moi, donc voilà, c'est très très bien. Alors ce soir on va parler un petit peu bien sûr du week-end de foot. On va commencer gentiment à parler des gros qui tombent parce qu'il y a eu énormément de résultats très bizarres pour les gros clubs ce week-end et même cette semaine on va dire avec la journée de championnat qu'il y a eu en Première Ligue. On va aussi parler du retour d'Aston Villa. Aston Villa is back. Alors is back de très loin, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est important aussi de parler de Unai Emery, son rôle là-dedans, et aussi la place d'Aston Villa dans le football anglais, parce que peut-être que certains ne le savent pas. Mais j'avais eu comme envie de comparer Manchester City et Aston Villa. Vous savez que je trash très souvent Manchester City pour leur manque d'existence dans l'histoire du football anglais. Et ben justement, on va pouvoir le comparer par exemple avec Aston Villa et se demander quel est le plus gros club des deux, par exemple. Donc voilà. Et puis enfin, on va parler bien sûr de Ligue des Champions. Alors j'ai appelé ça le groupe en or. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que pas demain mais mercredi il va y avoir le dénouement du groupe le plus on va dire attendu de la Ligue des Champions cette année, celui avec bien sûr le Borussia Dortmund, Paris, Newcastle et Milan. C'est la dernière journée, tout peut se passer encore. Il y a qu'une chose qui est sûre, c'est que Dortmund sera qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Tout le reste en revanche reste à définir. Qui sera premier du groupe, qui sera qualifié avec Dortmund, qui sera en Europa League et qui sera définitivement éliminé. Tout est encore possible dans ce groupe. Donc vraiment c'est le seul groupe comme ça. Donc voilà, effectivement. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a dit ? Bonsoir à tous, vive Gattuso, vive Aubameyang et vive l'OM et Forza Juve. Ouais, c'est vrai que toi t'es dans un bon trend au JCRM, l'OM qui recommence à gagner. La Juve qui a été première du championnat de Serie A, on va dire rapidement, mais quand même, l'Inter a repris son bien, mais ils sont deuxième et ils sont bien ancrés à la deuxième place, surtout avec la prestation pitoyable du Milan. Donc ouais, c'est pas mal. Il te manque encore Chelsea, quoi. Et puis voilà, après le Real a fait un match nul, mais justement ça va rentrer dans les gros qui tombent. Au JCRM, salut. 3-2 dans le Money Time. Oui, ça m'a pas fait du tout plaisir la talonnade de Luis Muriel dans les arrêts de jeu, c'était pas du tout drôle, ça m'a pas fait marrer. 3-2 effectivement, c'était assez compliqué. Au JCRM qui nous dit oui, Aston Villa, mais horrible leur match, devrait boucher les Villains. Oh, quand même, beaucoup d'engagement et tout, c'est pas mal. Alors après, contre Arsenal, beaucoup moins que contre City, parce que contre City, ils leur ont marché dessus quand même. La première mi-temps, c'était une leçon de football. Je sais pas si t'as vu le match, mais c'était impressionnant à voir. Et j'ai passé 1355 heures sur Twitch et envoyé 24 000 messages. Ça va, je crois que Twitch a remplacé ma télé, effectivement. J'ai pas encore lu mon récapitulatif de Twitch de l'année, là. Je l'ai reçu par mail et puis même dans ma petite boîte de messages là, de notifications, votre rétrospective de créatrice ou de créateur en l'occurrence, parce que je suis pas une créatrice. Ouais, il faudrait que je le lise. J'ai pas encore regardé parce que là c'est ma première année complète sur Twitch. J'ai commencé en janvier 2023 sur Twitch et on va arriver en janvier 2024, donc ça va être marrant de regarder un petit peu tout ce que j'ai fait sur Twitch. Tout à fait. Mais 1355 heures, bravo, et 24 000 messages. Alors là, je pense qu'il y en a à peu près 22 000 pour Buonasera Calcio, un truc comme ça. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Au Cotonou qui dit « Je ne regarde que Buonasera Calcio ». Bah écoute, franchement, merci pour ça, au Cotonou, ça fait plaisir. Et continue comme ça. Ne t'éparpille pas, reste sur Buonasera Calcio. Jeudi d'ailleurs on a une émission, donc n'oubliez pas, jeudi soir, on débrief bien sûr les Coupes d'Europe, vu que c'est semaine de Coupe d'Europe, donc jeudi soir 21h en direct sur Twitch, vous aurez donc le débrief de tous ces groupes de Ligue des Champions. Bon, on va commencer par quelque chose que j'ai remarqué assez fréquemment ces derniers temps. C'est effectivement, comment dirais-je, je sais pas si c'est des courbes de forme pour les joueurs internationaux de haut niveau qui sont à peu près les mêmes, mais très souvent, quand il y a
un gros club qui perd, c'est-à-dire type le Bayern là, qui a pris 5-1 contre Francfort. On ne pouvait pas s'attendre à ce genre de prestation, hein, surtout contre Francfort, qui est une bonne équipe, mais qui souvent contre le Bayern se fait corriger. Bah en fait derrière tout s'est enchaîné. Hein. Donc Milan a perdu, Arsenal a perdu, le Barça a perdu hier soir dans un match absolument épique contre Gérone. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah Manchester City a perdu dans la semaine. Bon Chelsea a perdu, mais bon ça c'est malheureusement désolé au JCRM, mais c'est assez compliqué. Enfin c'est assez fréquent, donc ça veut rien dire. Mais il y a beaucoup de gros clubs à travers l'Europe qui ont perdu d'un seul coup. Ensemble, et ça arrive de plus en plus fréquemment, bizarrement. C'est-à-dire que effectivement, je sais pas ce qui se passe, mais genre je sais pas si c'est parce que c'est la dernière journée de la Ligue des Champions qui se profile à l'horizon, hein, ça c'est possible. Mais a priori, je sais pas. C'est assez surprenant quand même. Alors, un petit tour dans les commentaires, parce qu'il y a Pipovici aussi qui est arrivé. Salut. Au JCRM, là, par exemple, j'ai 11 streams en live, mais j'ai choisi Buonasera Calcio. Ah, franchement, merci beaucoup au JCRM. Ça fait plaisir. Vraiment. C'est pour ça que je suis là hein, tous les jours, hein. Enfin tous les jours, toutes les semaines. Hein. C'est pour ça que je suis là, c'est pour des gens comme vous. Merci beaucoup d'être avec moi. Pipovici, salut. Bon, cette fois je le dis moi aussi, mais Pioli, s'il nous fait pas un exploit contre Newcastle et une qualif inespérée grâce à Dortmund, je veux bien voir Pioli partir. Moi aussi, j'aimerais bien. Effectivement. En fait, j'adore Pioli hein, et je lui serais tout énormément et définitivement reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour Milan pour redresser cette équipe et pour nous mener au titre hein, après 12 ans d'abstinence. Mais je pense que son discours a de plus en plus de mal à passer et ce serait bien de passer à quelqu'un d'autre. Mais bon, bref. Au JCRM, petit hors-sujet, mais il faut parler de Fulham. Sacrée attaque, 8 buts inscrits contre Liverpool et West Ham. Si tu parles de Chelsea, que dire de United aussi? Ah oui, il y a United, absolument. Et puis c'est vrai que t'as raison, c'est pas Liverpool. Si, c'est Liverpool. 4-0, c'est vrai que c'était assez impressionnant de la part de Fulham. Donc voilà, mais bon. Je suis d'accord avec toi, United, après je sais pas si United maintenant est encore considéré comme un gros club, alors c'est vrai qu'ils étaient sur un bon train, hein. Ils étaient sur 6 matchs sans défaite je crois, un truc comme ça, et c'est vrai que là en revanche ils ont pris une sacrée roustade ce week-end aussi, donc oui non c'est assez compliqué, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors Newcastle aussi est en perdition absolue en championnat d'Angleterre, hein. Là ils viennent prendre 2 fois 4-1 en 2 matchs. En 3 jours, hein, enfin 4, c'est assez spectaculaire. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur ce trend, hein, parce que ce serait très très bien que mercredi soir, ils reprennent 4-1, ce serait parfait. Donc voilà. Okutunojo qui nous informe de l'actualité, but de Sassuolo, Martin Erlich passe de l'Orienté, bravo. Et Okutunojo qui montre une pioche avec Pioli à côté. Donc voilà. Le Bayern United, ce sera un match de ceux qui ont pris des valises ce week-end. Ça sent tout bon pour Galatasaray, ça. Ouais. Comme on l'a dit hein, au JCRM, hein, Galatasaray, ils vont passer. Hein. Ils vont passer. Alors c'est vrai que le groupe est très très serré. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors j'étais en train de regarder. Mais ils sont tous à 5 points en gros. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il y a le Bayern qui est qualifié avec 13 points, donc ça c'est réglé, ils sont premiers, voilà. Et après, Copenhague, Galatasaray 5 points et Manchester United 4 points. Et je pense sincèrement que le Bayern va déglinguer Manchester United et je vois très très bien Galatasaray faire une belle performance contre Copenhague. Donc oui, effectivement, je pense que ça va le faire. Et ce serait tout à fait mérité parce que c'est une équipe absolument délicieuse à regarder jouer depuis le début de saison, en tous les cas en Ligue des Champions, parce que je dois vous avouer que j'ai pas regardé la Ligue turque. Je vais pas vous mentir, c'est pas vrai, j'ai pas regardé la Ligue turque. donc voilà. C'est grâce à Icardi. Ouais, bien sûr. Va passer avec un EHPAD en plus. Pourquoi? Non, ils ont des joueurs un petit peu âgés, mais ils sont pas en fin de DLC. Hein. Franchement, Mertens, Icardi, c'est bien, hein, honnêtement. Hein. C'est pas mal. Hein. Non, ils ont des bons joueurs. Ils ont des joueurs qui peuvent encore servir. Sinon, à ce moment-là, Aubameyang aussi, c'est un EHPAD, etc. Ou je sais pas, par exemple, Alexis Sanchez l'année dernière. Non, c'est des joueurs qui sont en fin de carrière, ça c'est vrai, mais qui ont encore beaucoup à offrir. Donc c'est plutôt bien. Mais j'espère effectivement que United
va quand même prendre une roustade parce qu'au Bayern, généralement, on perd pas 2 matchs d'affilée. C'est très, très, très rare. Je me souviens pas de la dernière fois. Alors, ils ont peut-être fait une défaite, un match nul, mais je les vois mal faire 2 défaites d'affilée. Ça me semblerait louche. Mais bon, sait-on jamais. En tous les cas, effectivement, il y a beaucoup de gros qui sont tombés ce week-end. Et c'est vrai que c'était spectaculaire. Désolé pour le bruit du micro, si jamais. Donc voilà. Faudrait demander à Ludo ça, absolument, c'est vrai. Et Ludo, il est pas là. Il parle pas du Bayern. Donc voilà. Mais oui, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé deux matchs d'affilée en défaite. Donc voilà, en tous les cas, peut-être on en reparlera dans la saison, probablement qu'on en reparlera, mais ça fait maintenant plusieurs fois d'affilée que je vois que quand il y a un gros club qui perd, très souvent, il n'est pas tout seul, il y a beaucoup d'autres gros clubs qui perdent, et c'est des périodes, hein. Alors on prend Manchester City qui a un petit peu, on va dire, qui a mis un petit peu en exergue tout ça. Je veux dire, ils étaient ok, ils ont gagné contre Luton, et encore, ils ont absolument pas dominé leur sujet. Enfin, si, ils ont dominé Luton, mais ils étaient pas impériaux, quoi. Ils étaient pas très très dangereux. Et puis en plus, Erling Haaland est blessé, a priori une fracture de fatigue, donc il sera pas là en Ligue des Champions. Et on sait pas trop combien de temps est-ce qu'il sera pas là. Donc c'est vrai que Manchester City, par exemple, 4 matchs d'affilée sans victoire, c'est quelque chose, je sais pas depuis quand c'est arrivé, mais ça devait être limite avant avant Abu Dhabi, quoi. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué. Bref. Voilà, on en reparlera si jamais vous voyez qu'il y a plusieurs gros clubs qui tombent. Alors, il y a un truc qui était fantastique, c'est Gérone. Je sais pas si vous avez regardé le match hier, mais c'était absolument génial ce qu'ils ont fait. Parce que non seulement ils ont gagné, bon ok, ils ont gagné 4-2. Alors, est-ce que le score était un peu boursouflé? Même pas vraiment. Parce que le Barça a eu des situations, mais en fait, tous les derniers gestes étaient pourris. C'est simple. Donc ils se sont rapprochés, ils ont eu des décalages, ils ont eu des situations où en théorie ils auraient dû marquer, mais tous les gestes ou tous les avant-derniers gestes, les derniers ou les avant-derniers gestes étaient catastrophiques. Donc c'est assez bizarre. Donc tiens, Pipovici qui parle de Leverkusen, on va en parler justement juste après Gérone. Mais Gérone, en revanche, ils ont vraiment, d'ailleurs c'est pas Gérone, c'est Girona. Gérone, ils ont vraiment eu, comment dirais-je, de la suite dans les idées, parce que même en fin de match, ils font rentrer un attaquant pour remplacer un autre attaquant, donc il n'y a même pas de stratégie défensive alors qu'ils menaient 3-1. Finalement, ils reviennent à 3-2, ils en remarquent un, ils font un 4-2 sur toute la fin du match. Enfin, franchement, c'était ultra... alors, vous allez me passer l'expression, mais c'était très très couillu. Franchement, de jouer comme ça contre le Barça à domicile. Alors, ok, c'est à Montjuic, mais ça change pas que c'est quand même pas leur stade à Gérone. Donc franchement, non, vraiment bien. Et Lewandowski a joué, tu demandais au Cotonou Joe, oui, et il a à peu près tout raté. À un moment donné, il a une tête style penalty dans la surface, il arrive à rater la tête, à mettre un coup d'épaule, sortir la balle en 6 mètres, enfin bref. Lewandowski en ce moment, il est quand même pas trop dans un... Ok, il a marqué, mais il est quand même pas trop dans un grand moment de sa carrière. Hein. Il avait pas marqué, je crois qu'il a marqué un but là, mais il avait pas marqué en 8 matchs, il me semble. Ce qui est quand même très très rare, hein. Ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu que Lewandowski n'avait pas marqué pendant 8 matchs d'affilée. Hein. C'est un peu comme le Bayern et les 2 défaites. Hein. Ça faisait très 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 longtemps. Quand il était peut-être au Lech Poznan, je sais même pas s'il y a joué, mais c'est tout. Ça doit être le seul club polonais que je connais. C'est pour ça que je l'ai cité. Donc voilà. Alors, hop. OGCRM, Cotonou Joe, d'ailleurs, merci encore de m'avoir fait découvrir la 93e, qui fait que je suis là chaque soir devant Bonassar Calcio. Merci beaucoup, Cotonou Joe, c'est très gentil. Pipovici qui nous dit les gros tombent, mais les surprises, leaders tiennent le choc, et même plus, Leverkusen, Gérone. Alors, Leverkusen, parlons-en. Pipovici qui dit quand même, attends, je lis celui-là, le Barça, ils avaient l'air ridicules défensivement. Je suis plutôt d'accord. C'était assez, c'était même gênant de temps en temps. C'était très gênant parce que les joueurs en face, ils sont pas mauvais, mais en fait, excepté des déplacements, des bons déplacements, hein, mais techniquement ils ont que dalle les joueurs de Gérone. Mais en revanche ils se déplacent.
bien. Ils font des bons appels, ils ont des systèmes préférentiels et tout. Michel, là, je sais pas comment ça se dit, mais bon, ouais, je le dis Michel. Michel, c'est évident, c'est un sacré entraîneur. Après, je sais pas si ça marchera avec des stars, hein, parce que voilà, mais voilà. Quant au Bayer Leverkusen, donc ça fait quand même la 3e équipe du top 4 qui rencontre, et c'est le 3e match nul qu'ils font. Donc c'est plutôt des bons matchs qu'ils font à chaque fois contre le Bayern, contre Dortmund, contre Leverkusen. Ça change pas que pour l'instant, ils n'arrivent pas à gagner contre un club du top 4 depuis le début de saison. En revanche, ils prennent 100% des points contre toutes les autres équipes. Mais là, ils ont Leipzig, je crois, la prochaine journée. Donc voilà, on va voir. C'est assez compliqué, effectivement, très compliqué. Pour Leverkusen, en fait, je sais pas. Alors, c'est sûr que s'ils prennent tous les points contre les autres clubs et qu'ils font ils font que des matchs nuls contre tous les autres clubs du top 4, bon bah il y a pas de problème, ils seront champions, hein, ça c'est sûr. Maintenant, il faut pas qu'ils se ratent contre les autres, parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, à gagner contre un gros club. Donc là, c'était Stuttgart, il y a eu donc le Bayern, il y a eu le BVB, il va y avoir Leipzig. On va voir s'ils arrivent enfin à prendre des points contre ces clubs du top 4. C'est un peu peut-être encore la limite un peu mentale, hein, parce que au niveau du jeu, très clairement, encore hier, Leverkusen était au-dessus du VfB Stuttgart. Donc voilà, c'est clair que c'est pas une question technique ou même tactique. C'est plus mental qu'autre chose. En Italie, t'as Bologne qui tient le choc toujours. Ouais, Bologne dans les places européennes, hein, franchement, c'est pas mal. Ça joue très très bien. Thiago Motta, par exemple, hein, tout à l'heure, Pipovici, tu parlais de Pioli qui s'en va. Moi, c'est pour moi, Thiago Motta, le coach que je verrais bien prendre la relève de Pioli au Milan. Parce que si c'est pour penser à un coach comme Conte ou abattre Ibrahimovic, là, comme j'entends ces derniers temps, honnêtement, c'est pas la peine. Alors Conte, c'est pas du tout le projet, le type de projet qu'il aime. Conte, vous savez très bien, c'est énormément d'argent, c'est beaucoup de joueurs très très avec beaucoup d'expérience, donc souvent dans la trentaine, voire même un peu plus. Donc ça a des résultats en revanche immédiats, mais à long terme, ton club derrière, il est un petit peu en galère. Hein. On prend par exemple l'Inter, hein, ils sont endettés à 350 millions d'euros. Hein. Parce que bah oui, c'est vrai que le cercle vertueux de l'Inter a commencé avec Conte, mais en même temps il les a mis dans le rouge direct. Donc c'est assez compliqué là. Peut-être qu'ils vont se faire racheter l'Inter parce que en fait la dette ils n'arrivent pas à la rembourser. Donc voilà, Conte c'est pas du tout le style Milan, parce que Milan maintenant c'est un club qui se suffit à lui-même, qui fait même des bénéfices, parce que bah il recrute des jeunes, il les forme, il les développe et ensuite il les vend un petit peu comme Tonali. Donc c'est pas du tout le bon projet. Et puis Abaté, moi j'aime beaucoup Abaté, hein. C'est une légende du club, même si ça a jamais été un grand joueur, mais en tous les cas c'est quelqu'un qui aime le Milan profondément. Mais très honnêtement, je vais dire, Abaté, excepté entraîner à Primavera, avoir 2-3 résultats parce qu'il a un mec qui marque 50 buts par saison, Camarda, j'ai pas l'impression que ce soit l'entraîneur du millénaire. Ibrahimovic, j'aime beaucoup Ibrahimovic et l'état d'esprit qu'il va donner dans le vestiaire, donc je suis très content qu'il revienne dans l'organigramme du Milan, même si c'est pas vraiment dans l'organigramme du Milan, c'est-à-dire c'est un conseiller spécial de Cardinal, je sais pas exactement comment ça va s'articuler réellement dans le vestiaire. Je sais pas s'il sera là ou si c'est juste des options stratégiques qu'il va transmettre à un Cardinal. Mais quoi qu'il en soit, c'est très bien. Mais l'attelage Ibrahimovic Abaté, moi j'y crois pas. Donc voilà. Mais Motta, en revanche, très très bien. Ça, je suis d'accord. Et puis Pipovici, je vois que Motta à fond, oui, je suis d'accord avec toi. Et au Cotonou qui dit Bologne, c'est fou ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. je suis d'accord avec toi, ça joue très très bien au foot, ils ont des super joueurs. Zirkzee, bonne découverte, Zirkzee c'est un super bon joueur. Ça par exemple, j'aimerais beaucoup qu'il soit transféré à Milan. Vraiment très très bon. À chaque fois que je le vois, je me dis, ouh, lui il a vraiment quelque chose. Hein. Ses prises de balles, ses éliminations, il perd quasi aucune balle. Toutes ses remises ou toutes ses passes, elles sont vraiment intelligentes. Enfin, quand je dis toutes, peut-être pas 100%, mais honnêtement pas mal. Pipovici qui demande si on prend Grosso. Non, on prend pas Grosso. Déjà, il a plus qu'un œil, donc il peut pas coacher au Milan. C'est pas possible, parce que Milanello c'est grand. Non, désolé. Excusez-moi. Pardon, Grosso, je suis désolé. Donc, bref. Grosso, oui, mais avec un casque. Bravo. J'adore Ferguson à Bologne, mais Zirkzee, il va partir, je pense. Bah, j'espère qu'il va partir chez nous. Ça serait bien, parce que ça fait longtemps qu'ils en parlent.
Petite info, Osimhen, sacré meilleur joueur africain. Bah oui, oui, carrément, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Alors, ça aurait pu être Onana sur la saison dernière, peut-être, aussi, qui avait fait quand même une très grande saison avec l'Inter. Mais bon, c'est pas, y a pas mort d'homme. Ouais, Mohamed Salah, c'était troué. Ouais, les autres aussi. Ouais, non, Osimhen, hein. Enfin, tranquille. Ouais, c'est vrai. Lui ou Onana, je pense. Ballon d'or africain, ouais, c'est très bien. C'est très bien pour lui. Voilà un petit peu le tour. Donc en Allemagne, on a fait le tour. Hein. Le Bayern a pris une roustade. J'étais devant ma télé, j'hallucinais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme en même temps, il y avait le Milan, justement, avec Ludo, on échangeait, Kaiser Kopex, et on se disait, moi je me disais, on passe un mauvais moment tous les deux. C'est bien, c'est déjà pas mal. Mais bon, bref. Donc, ouais. Mané, c'est du passé. Bah ouais, Mané, c'est l'Arabie Saoudite, hein. Donc voilà. D'ailleurs, c'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. Je n'ai pas regardé l'Arabie Saoudite, mais ce qui est drôle, c'est que l'équipe qui domine de la tête et des épaules le championnat saoudien, c'est pas du tout l'équipe avec le plus de stars. C'est l'équipe qui est la mieux construite. C'est-à-dire avec Mitrovic, etc. C'est une super équipe. Enfin, une super équipe. La colonne vertébrale, elle est très raisonnée, quoi. C'est pas du tout l'équipe Fabinho, Benzema, etc. ou l'autre avec Ronaldo, etc. Donc c'est marrant. C'est drôle de voir ça, que même dans ces championnats exotiques, si tu respectes pas le football, malheureusement, il se passe rien, quoi. Donc voilà. Bref. Bellingham, toujours en Cannes. Au fait, j'avais pas dit qu'il tiendrait. Je suis pas sûr de comprendre la phrase, mais oui, c'est celle avec Sergei Milinkovic-Savic au Cotonou. T'as tout à fait raison. Bellingham toujours en Cannes. Au fait, bon, en tous les cas, il est chaud. Hein. Pour l'instant, ça s'arrête jamais. Donc là, pour l'instant, il marque. Bon, après, ils ont fait un match nul contre le Betis. Voilà, c'était ils peuvent pas gagner tous les matchs. Voilà, ils ont pas fait un super match. Le Betis non plus. C'était pas un super match en général, d'ailleurs. Mais c'était un match, solide de deux équipes de haut de tableau. Voilà, plutôt pas mal. Voilà. J'espère que Gérone, honnêtement, j'espère que Gérone va aller au bout. Il m'enchante, vraiment. C'est vraiment une équipe qui a du talent, qui a du caractère, c'est une vraie équipe, quoi. Donc voilà, vraiment, ça fait plaisir de les voir. J'espère qu'ils vont aller au bout. Ce serait drôle. Puis ça ferait du bien aussi au championnat d'Espagne que ce soit pas soit le Barça, soit le Real qui gagne le titre. Donc voilà. On va passer à Aston Villa, si ça vous va, sauf si vous voulez aborder d'autres choses, hein, faut pas hésiter, n'hésitez pas, mais sinon, Aston Villa, j'étais, donc franchement, le match c'est vrai que contre Arsenal, c'était plus heurté, on va dire. Ça, je suis d'accord avec toi, je crois que c'est au JCRM qui disait ça, mais en revanche, contre Manchester City, j'ai été absolument, enchanté de les voir jouer. Et d'ailleurs, ils sont comme ça depuis le début de saison. C'est-à-dire que c'est une équipe ultra électrique. Ils me font penser un petit peu au Liverpool de Jürgen Klopp, début de règne à Liverpool. Début de règne où ça commençait à marcher, hein, pas les premiers mois où c'était la guerre, où en fait on avait l'impression, qui c'est qui disait ça, je sais plus, c'est Liverpool jouait un football de hard rock. En gros, quand vous regardiez Liverpool, vous aviez l'impression de regarder un concert de hard rock. En fait, c'était non-stop, ultra électrique, une intensité folle, etc. C'est un peu la même chose avec Aston Villa. En tous les cas, contre Manchester City, c'est assez impressionnant le pressing qu'ils ont fait sur Manchester City. City a pris une leçon de football. C'était fantastique à voir. Et Aston Villa, depuis le début de saison, joue ultra bien. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que, par exemple, Unai Emery, donc, qu'on a critiqué au Paris Saint-Germain, etc., et dont je disais d'ailleurs dans la 93e, c'était sûr qu'on allait découvrir, ou en tous les cas redécouvrir, que Unai Emery était un excellent coach après son passage au Paris Saint-Germain. Alors, il y a eu Arsenal, et ça s'est pas forcément très très bien passé, et ce qu'on a découvert, c'est que deux choses, Unai Emery est un excellent entraîneur, mais pas de la dimension des entraîneurs qui savent entraîner les stars. Donc, et ça c'est particulier. Et je pense qu'il a besoin d'énormément communiquer. Il a beaucoup progressé en anglais, et à Aston Villa, ça se voit. Il arrive beaucoup plus à communiquer mieux avec ses joueurs en anglais. Il a aussi l'expérience d'Arsenal. Donc la Première Ligue, ça s'appréhende pas comme ça, en claquant des doigts. Hein. C'est le plus difficile championnat du monde. Donc quand vous débarquez, c'est pas parce que vous avez gagné 2 Ligues Europa et puis que
ou 3 d'ailleurs, je me souviens plus, et que vous avez coaché le Paris Saint-Germain, que tout d'un coup vous allez réussir en première ligue. Donc c'était vraiment compliqué. Et c'est vrai que voilà, c'est assez comment dire. Moi, je suis content qu'on reconnaisse le talent de Unai Emery, et ça se voit par exemple par des choses comme ça, du style, vous avez vu par exemple le nombre de hors-jeux que Aston Villa crée dans ses matchs. Non mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que je crois qu'ils en sont à 75 ou 76 hors-jeu sifflés pour eux, enfin donc contre l'attaquant adverse, depuis le début de saison. Donc tu peux pas dire que c'est un hasard, c'est impossible. C'est pas possible que ce soit juste un hasard. On en est à la 15e journée, je crois, un truc comme ça. Si tu as 75 hors-jeu sifflés contre les attaquants adverses, ça veut dire que tu travailles ça H24. C'est sûr et certain. Et que c'est carrément une technique de défense, tout simplement. Plutôt que de te baser en première ligue, et ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, j'y ai réfléchi après. Et plutôt que de te baser sur du 1 contre 1, comme c'est la mode depuis FIFA, en gros, hein, c'est un peu FIFA et EA Sport qui ont créé ça, qui ont créé ce type de jeu, le 1 contre 1 à tout prix, en fait, où maintenant les défenseurs sont des athlètes à peu près comme les attaquants, et en gros c'est celui qui va craquer face à l'autre. En fait maintenant Aston Villa, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas des super athlètes en défense, et Unai Emery il leur a dit en fait ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y aura pas de 1 contre 1 à jouer, parce que de toute façon ils seront hors jeu tout le temps. Vu que maintenant il y a le hors-jeu qui se joue au millimètre, avec la VAR, en fait, vous pouvez tout à fait prendre ce genre de risque. Parce que de toute façon, même s'il y a but, ce sera analysé, et si effectivement il y a 5 cm qui dépassent, hop là, c'est hors-jeu. Et moi, je trouve ça très bien. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, je suis un fervent défenseur de la VAR. Si jamais il y a des gens qui le découvrent, j'adore la VAR, je dors très très bien le soir grâce à la VAR. Je suis plus du tout frustré. Voilà, ça arrive de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Donc non, il n'y a aucun problème. J'adore la VAR, j'adore la goal line technologie. Si je pouvais dormir avec un ballon de la goal line technologie, je le ferais. Donc voilà. Donc en l'occurrence, ils jouent leur jeu en permanence, et c'est vraiment très très bien. Je trouve très très bien vu. Tactiquement de la part de Unai Emery, c'est une machine à mettre les joueurs hors jeu. Ça me fait absolument penser au Milan de Arrigo Sacchi et de Fabio Capello ensuite, qui ont commencé à défendre en zone et à jouer le hors-jeu à peu près tout le temps, et effectivement en fait ça marchait. Milan a roulé sur l'Europe. Donc Unai Emery l'a dit souvent qu'il était inspiré très fortement de Arrigo Sacchi, et je pense que ça se voit dans ce genre de choses. Je vais faire un petit peu un tour dans les commentaires quand même. Le dernier non-Real Barça Atlético, c'est Valence 2 fois en 2000, 2001 et 2003, 2004. Ouais, c'était le grand Valence de comment il s'appelait, Quique González et je sais plus l'autre. Kili González, pardon, et le deuxième c'était, je sais plus, et ils avaient fait 2 finales d'affilée de Ligue des Champions en 2000 et 2001 qu'ils avaient perdu les deux. C'était pas terrible. Derrière, ils se sont effondrés. Aston Villa, ils ont aucune star en plus. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais beaucoup de bons joueurs de ballon comme Bailey, Watkins et Diaby. Oui, tout à fait. Et puis Diaby, en fait, tu fais sortir... ce qui est marrant, c'est que Diaby, maintenant, c'est un remplaçant à Aston Villa. Mais alors, quand il rentre, il fait ultra mal, quoi. Donc voilà. Kif Koni, hey, salut, bonsoir. Ça fait plaisir que tu sois passé. Merci d'être venu. Okotonujo, avec VAR 2000, mes nuits sont magnifiques. Exactement, t'as tout à fait raison. Canizares au goal, ouais, tout à fait, au JCRM à Valence en 2000-2001. Jacques Lafritte, Pablo Aimar, absolument, Pablo Aimar aussi, mais c'est pas lui dont je parlais. Il y avait 2 attaquants. Un c'était Kili González, il jouait avec 2 attaquants Valence, et un c'était Kili González et l'autre c'est Quique Sanchez, un truc dans le genre. Ouais, je sais plus, je vais retrouver. Bref. Quoi qu'il en soit, salut Jacques Lafritte déjà, merci d'être là, ça fait plaisir. Donc oui, quoi qu'il en soit, je sais plus ce que je disais, mais Aston Villa, vraiment une super équipe. Il y avait Mendieta, Claudio Lopez, voilà, merci Kif Koni, absolument, c'est lui le deuxième attaquant, tout à fait, Claudio Lopez et Kili González, c'était fantastique. Et il y avait Mendieta, exceptionnel Mendieta. C'était ton cousin, bah oui, Claudio Lopez, absolument. Ton cousin, Cotonou Joe.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Aston Villa, vraiment une équipe super ambitieuse qui est sur un train absolument fou. Moi, ça me plairait énormément que Aston Villa termine dans les 4. Ce serait vraiment top. Et c'est le réveil d'un géant, hein, Aston Villa. Alors, je sais pas si vous le savez, mais Aston Villa, sans l'aide des Qataris ou d'Abu Dhabi ou de je sais pas trop qui encore, Todd Boehly ou ce que vous voulez, ou Abramovich, bah ils ont un palmarès absolument fantastique. Déjà, ils font partie de la 2e plus grande ville du pays. Hein. Vous savez que c'est un club de Birmingham City. Birmingham est la 2e plus grande ville d'Angleterre. On a tendance à l'oublier. On pense peut-être à défaut que c'est Manchester ou Liverpool, mais pas du tout. C'est Birmingham, la 2e plus grande ville du pays derrière Londres. Et il y a beaucoup de clubs de foot à Birmingham, dont Aston Villa. Aston Villa a gagné une Ligue des Champions, donc Aston Villa tout seul a le palmarès de la France entière en Europe, hein. Donc ils ont gagné une Ligue des Champions en 81-82, ils ont gagné 7 premières ligues, tout ça sans aucun support des Qataris ou d'Abu Dhabi, et par exemple Manchester City pour l'instant a 9 premières ligues, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gagnés depuis l'arrivée d'Abu Dhabi, par exemple. D'accord? Donc voilà. Hein. FA Cup, ils en ont gagné 7, Aston Villa. Et Manchester City en a gagné 7 aussi, dont 3 depuis que les Abu Dhabi est arrivé. Et enfin, donc des Champions League, enfin des Ligues des Champions, pardon, ils en ont gagné 2. Et puis Manchester City, ça en revanche, je sais plus combien ils en ont, mais ils en ont beaucoup des League Cup. Des League Cup, ils en ont 8. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être la seule chose où ils sont un peu devant, mais encore une fois, il y en a sur ces 8, il y en a 6 qui sont depuis que Abu Dhabi est arrivé. Donc en gros, quand je vous dis que en fait Manchester City n'est pas un club historique du championnat d'Angleterre. Très clairement, Aston Villa est beaucoup plus historique et draine beaucoup plus de supporters en Angleterre que Manchester City. Et de très très loin. Mais alors vraiment de très très loin. Donc Aston Villa est un vrai gros club d'Angleterre qui est en train de se réveiller, qui a gagné une Ligue des Champions, qui n'a pas attendu de dépenser 4 ou 5 ou 600 millions d'euros par saison sur des défenseurs pour réussir à gagner une Ligue des Champions. Ils l'ont fait avec des Anglais en 1981-82. Donc voilà, c'est un peu, c'est juste pour imager un petit peu les propos que je tiens sur Manchester City depuis très longtemps, et parce que Aston Villa me donne cette opportunité, le fait qu'il soit de retour sur le devant de la scène en Angleterre me donne l'opportunité de faire comprendre que Manchester City n'est pas un grand club d'Angleterre. Loin de là, c'est un club pour l'instant qui est en train de se faire son trou. Alors probablement que d'ici 10 ans, s'il continue comme ça deviendra un grand club, ça c'est sûr, mais il n'a pas d'histoire, ou en tous les cas beaucoup moins que Aston Villa par exemple. Et Aston Villa fait vraiment plaisir à voir jouer, vraiment. Moi j'adore le capitaine par exemple, il me fait marrer, il lâche jamais rien, c'est un fou. Donc voilà, non, c'est franchement c'est vraiment le truc. Et il faut dire aussi, au Cotonou Joe, je suis obligé de le dire, mais que Emiliano Martinez fait une saison absolument stratosphérique. On va dire que en tant que Français, j'avoue que je le porte pas dans mon cœur naturellement, mais je suis obligé de dire que c'est probablement un des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Il a une expérience absolument folle. Il arrive à temporiser, à influencer son équipe de façon dingue. Et si Aston Villa crée autant de hors-jeu et domine autant ses adversaires, c'est aussi grâce à Martinez, qui a un jeu au pied parfait, qui a un jeu sur sa ligne qui est parfait, qui a un caractère absolument fou. Non, franchement, extraordinaire saison d'Emiliano Martinez. Je pense pouvoir dire que c'est sa meilleure de sa carrière. Donc voilà, mais vraiment très très bien. J'avoue, je suis obligé de le dire. Donc voilà. Jacques Lafritte qui nous dit Birmingham, une ville en faillite en plus. Ouais, effectivement, c'est pas génial, tout à fait. C'est surtout le club préféré du prince William, Aston Villa. Oui, je pense que quand même le prince William, en vrai, je crois que le football il s'en fout. Et un jour, on lui a demandé c'est où, qu'est-ce que tu supportes. Il s'est dit allez vas-y, je vais dire Villa pour faire un peu différent des autres. Mais je crois qu'il s'en fout. Jacques Lafritte, en revanche, l'écurie du prince ne va pas très bien. Qu'est-ce qu'elle a l'écurie du prince? Je sais pas. Ah, Williams. Bravo. D'accord, j'avais pas compris.
Au JCRM, tous les Marseillais qui ont critiqué le choix de Camara, il a bien choisi son club pour finir. Ouais, absolument. Bon, après c'est vrai qu'en plus il a eu des blessures et tout, mais là cette saison, il fait une très bonne saison, hein, absolument. Hein. Non, c'est bien. Hein. Tout le monde à Villa fait une bonne saison. Hein. Là, cette saison, c'est assez impressionnant. Mais moi, j'avoue que Emiliano Martinez, à chaque fois que je le vois jouer, honnêtement, voilà. Au Cotonou Camaro. Ouais. T'as des réminiscences tout d'un coup de musique des années 2000, c'est ça. Bref. Voilà, en tous les cas, Aston Villa is back et ça fait plaisir. Et j'aimerais bien qu'un club historique de la Ligue des Champions comme Aston Villa retourne en Ligue des Champions. On verra. Donc voilà. Bon, terminons un petit peu avec le groupe en or. Le groupe du Paris Saint-Germain, du Borussia Dortmund, de Milan et de Newcastle. Alors si vous voulez parler d'un autre groupe de Ligue des Champions avec grand plaisir. Hein. Je pense que les deux groupes où il y a le plus de suspense, c'est celui de Manchester et de Galatasaray et celui de Paris, Dortmund, Milan et Newcastle. Mais c'est vrai que en tous les cas, c'est quand même pas des clubs qui sont dans la meilleure forme de leur vie qui vont se rencontrer. Là pour la dernière journée. Milan a perdu donc 3-2 contre l'Atalanta sur une talonnade magnifique que soulignait au JCRM de Luis Muriel, premier but de la saison pour Luis Muriel, et quel but. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Borussia Dortmund a terminé à 10 et a perdu ce week-end, donc pas terrible, et puis en plus ils ont passé tous leurs matchs à 10. Paris, on va dire, c'est pas forcément rassuré. Alors, ils ont récupéré Marquinhos et peut-être et Warren Zaïre-Emery, mais les deux reviennent de blessure quand même. Et on dirait que Luis Enrique veut tenter un coup tactique à mettre Mbappé dans l'axe en numéro 9 pour ce match-là en particulier. Alors je sais pas exactement pourquoi, parce que je trouve qu'il est meilleur à gauche, mais bon, bref, je mettrai Gonzalo Ramos dans l'axe, Mbappé à gauche, et puis à droite, n'importe quel Charlot fera l'affaire. Hein. De toute façon, que ce soit Dembélé ou Kolo Muani, c'est à peu près autant efficace, vu qu'il se passe pas grand-chose. Donc voilà. Et puis, même peut-être je mettrais un King Angli, un truc dans le genre à droite en fait. Les deux Charlots là, sérieusement, bref. Ce serait bien qu'il les laisse sur le banc et puis peut-être qu'il rentre les 20 dernières minutes. Peut-être là il ferait un peu de mal, mais quand ils sont titulaires, Kolo Muani et Dembélé, c'est vraiment... en fait, ça fait des différences, surtout Dembélé, mais c'est stérile en fait. Il se passe rien, quoi. Le mec ne marque jamais, il fait jamais une passe décisive. Ah, en revanche, il fait des petits crochets et tout, mais bon, bref. Alors, en tous les cas, effectivement, Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, ça va faire du bien. Après, en défense centrale, la présence de Marquinhos dans un match décisif, c'est pas forcément une bonne chose. On le sait tous, hein, il a un moral un petit peu fragile. Donc je sais pas exactement ce que ça a donné, mais en tous les cas, c'est pas deux équipes qui sont au top. Paris s'est un peu rassuré ce week-end en championnat, mais enfin c'était pas non plus le football champagne non plus. Donc voilà, je sais pas exactement comment ça va se terminer. Et alors de l'autre côté, c'est la fête parce que c'est deux équipes qui sont en perdition totale. Pipovici, on en parlait la semaine dernière quand je te disais que pour moi Milan était à la 3e place au taquet de ce qu'il pouvait faire cette saison. On dirait que ça se confirme gentiment, et franchement, si on reste 3e, c'est déjà pas mal. Et Newcastle, là, ils sont en perdition totale. Pareil, eux aussi, énormément de blessures. Donc une équipe toujours un petit peu en transition où tu sais jamais qui trop est titulaire. Donc là, ça va être en gros, ça va être la moins mauvaise équipe qui va s'imposer. Et franchement, j'ai beaucoup de doutes que ce soit pas Milan. Donc on verra. Alors la bonne nouvelle, c'est que Leao est là. Donc là, effectivement, ça peut être un peu salvateur, la présence de Leao. Mais en défense, on n'a toujours pas Simon Kjær qui n'arrive pas à revenir, ce qui fait que tu auras toujours Théo Hernandez dans l'axe, avec Florenzi à gauche.
Donc bon, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Et il y a qu'un seul défenseur sur le banc du Milan. Donc s'il y a un blessé encore, terminé. Hein. Merci, c'est gentil. On repart avec Krunic, défenseur central, dans le match décisif de la Ligue des Champions pour aller en Europa League. Parce que je vous le dis tout de suite, le seul espoir de Milan, ce sera l'Europa League. Parce que quand on regarde la structure du groupe, en gros, je vois mal Paris perdre contre un Dortmund déjà qualifié. Donc je les vois bien faire un match nul. S'ils font un match nul, ils sont qualifiés. Et puis après, Milan, s'ils gagnent, ils arrivent juste à la 3e place. Donc on verra bien. Mais bon. Un petit tour dans les commentaires, un gros hors-sujet, mais cette nuit, on a eu le premier coach de couleur vainqueur du championnat de MLS, un Français en plus, absolument, un Français inconnu, je crois qu'il vient de Nancy ou un truc dans le genre, effectivement, et c'est la première fois qu'un coach de couleur est sacré en MLS. Bon, écoute, c'est bien que ce soit un Français, enfin je sais pas quoi en dire, mais je suis content pour cette personne-là, qu'il soit de couleur ou pas, je suis très content. Pipovici, Marquinhos, l'homme qui se fait caca dessus dans les matchs décisifs, tant mieux qu'il revienne. Oui, c'est vrai. Kifkoni, Mbappé sera mobile, mais les prises à deux sur le côté gauche le rendent stérile. Bah oui, mais bon, en même temps, il est payé pour ça. J'annonce Marquis buteur sur corner de Lee. Ouais, écoute, pourquoi pas, on verra. Mais le problème, c'est que Mbappé, en fait, il est là pour ça. Il est là pour se séparer de deux joueurs, en fait. Il est payé pour ça. Tout le monde sait que ça va se jouer comme ça. Maintenant, c'est son problème, en fait. Il se démerde. C'est le meilleur joueur du monde ou c'est pas le meilleur joueur du monde? C'est son problème. Il doit le faire, en fait. C'est comme ça. C'est Lyon qui est en perdition. Ah, Lyon, ça va mieux quand même. 3-0, 3 buts de la Casette. Bon, ils ont joué contre Toulouse. Les clubs du groupe Redbird, ce week-end, c'était pas la fête. Hein. 3-0 pour Toulouse, 3-2 contre Milan. Je pense que Cardinal, il a mal à la tête. Hein. Mais bon, bref. Oui, malheureusement. Mais Napoli aussi... Heureusement, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a Pope aussi, et ça c'est très bon. Ouais, Pope, c'est vrai qu'il est pas là, et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est un très très bon goal, Pope aussi. Hein. Match nul de Paris et victoire de Newcastle. Newcastle passe. Calme-toi au JCRM, il n'y a pas de victoire de Newcastle, ça n'existe pas. C'est pas comme ça dans mon monde. Donc voilà. Là, c'est le TFC qui est en perdition. Ouais, le TFC, ils sont chauds. Hein. Par contre, Ramos, qui ne voulait pas quitter le Benfica, qui se retrouve à Paris et qui maintenant chauffe le banc, pas cool pour lui. Mais oui, alors que c'est le meilleur numéro 9 que Paris est dans son club, en fait. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi personne voit que Gonzalo Ramos doit être numéro 9, en fait. Kolo Muani, il a rien à faire là. Ou alors tu le mets à droite, lui aussi, à la place de Dembélé, ou je sais pas, où tu mets les deux, où tu t'essayes de fusionner les deux pour faire un joueur à peu près potable, si t'as envie. Et à gauche, tu mets Mbappé. C'est pas compliqué. Donc voilà. Ou alors tu joues en 4-2-3. Hein. Ça peut être intéressant. Tu vois, avec Gonzalo Ramos, Mbappé à gauche. Et puis autour de lui, derrière lui, un espèce de Kolo Muani, ou alors même Mbappé dans l'axe, et puis tu mets Kolo Muani à gauche et Dembélé à droite. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Mais il faut faire quelque chose, quoi, en fait. Mais en tous les cas, Mbappé en numéro 9, franchement, c'est naze. Il est nul, en plus. Il sait même pas mettre un coup de tête. Bon, bref. Moi, je suis, vous savez que je suis fan de Mbappé, mais c'est pas un numéro 9. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Un mot sur le geste technique de Lukaku hier soir. Tu parles de quoi? Du tacle? Ou de quoi on parle? Parce que la Roma encore, ils nous ont fait une dinguerie. C'est quand même une équipe qui arrive à prendre en moyenne à peu près plus d'un carton rouge par match. Alors, je mixe avec ça les coachs aussi, hein, et les joueurs sur le banc, et les assistants, etc. Mais en gros, à la Roma, il n'y a pas un seul match où il n'y a pas un carton rouge. C'est incroyable. C'est complètement dingo. Alors que c'est pas... je sais pas, faut se calmer un peu. C'est juste du football, en fait. C'est pas normal. Eux, ils savent pas gérer leurs émotions à la Roma. C'est un truc de dingo. Hein. Enfin, franchement, c'est fou. Et puis, Mourinho, il met de l'huile sur le feu en permanence. Bref. Oui, le tacle, absolument. Le tacle, il est magnifique. Hein. Il éclate le joueur avec les deux jambes. C'est fantastique. Je sais pas ce qui lui arrive. Il se touche les fils. Bon, après, ça arrive, hein, de temps en temps, mais c'est vrai que celui-là, il était beau. Celui-là, il était très, très beau. Mais bon, bref. Pipovici, ils ont Paredes aussi. Le mec les a contaminés. Ouais, c'est vrai, mais Paredes, il a pas pris trop de rouge, bizarrement. C'est ça qui est bizarre, en fait. Mais bon, bref.
Enfin voilà, en tous les cas, le groupe en or, je sais pas comment est-ce que ça a ce truc. Allez, je me lance dans les paris, on va dire. Je vois bien un match nul pour Paris Saint-Germain-Dortmund. Paris est pas à 100%. Dortmund, ils ont juste à attendre gentiment. Donc je pense que ça va se terminer par un match nul. Et puis je vois bien de l'autre côté, effectivement, malheureusement, je vois aussi un match nul de l'autre côté, ce qui fait que je pense que Newcastle ira en Ligue des en Europa League et pas nous, parce que ils ont une différence de but meilleure, vu que si on fait match nul, quoique si on fait match nul à l'extérieur et qu'on marque un but, alors à ce moment-là, je crois qu'on peut passer parce que ce sera un goal average particulier et on aura un but à l'extérieur, qu'ils n'auront pas eux, vu qu'on a fait 0-0 à Milan. Donc si on fait match nul, il est possible qu'on soit troisième. C'est possible, c'est dans le domaine du réalisable. On verra. Bon, écoute, je suis pas sûr parce que je sais plus dans quel ordre est-ce qu'on arrive à un truc. Le loupé de Charles de Ketteler, on en parle aussi, j'ai explosé de rire. De toute façon, le pauvre. Encore une fois, on en parlait juste la semaine dernière de Ketteler. Ouais, il est pas non plus génial à l'Atalanta, hein, voilà, bon, mais il est un peu meilleur qu'au Milan. Mais alors là, le raté qu'il fait devant les cages, je pense que c'est un des plus beaux de la saison, hein, celui-là. Et le pauvre, c'est pour lui. Hein. Bon, après, je vais pas chambrer parce que je crois qu'il fait une passe décisive dans ce match-là, quand même. Mais en tous les cas, il est bien meilleur qu'à Milan. C'est déjà pas mal. Parce qu'à Milan, c'était vraiment catastrophique. Mais oui, c'était drôle. Et on a mérité de perdre le match. En fait, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous, etc. Bon, donc voilà, il n'y a pas un scandale. Ok, c'est un peu dans des conditions un petit peu embêtantes qu'on perd le match parce que c'est à la dernière minute, c'est une talonnade, c'est un truc comme ça. Mais en fait, en vrai, sur l'ensemble du match, même si Pioli lui dit que c'était équilibré, blibli, blabla. Honnêtement, oui, et puis les arrêts de Maignan, bien sûr, les arrêts de fou là qu'il fait, c'est complètement dingue. Donc non, franchement, on mérite de perdre ce match. Pioli, lui, il voit un match équilibré, le mec. Il faut qu'il aille voir l'ophtalmologue. C'est pas possible. Enfin bref, on voit pas les mêmes matchs. Mais bon, peu importe. En même temps, il va pas dire oui, c'est vrai, on est nul, virez-moi. Non, donc voilà, il dit ce qu'il peut dire. Donc bref. Voilà, écoutez, voilà, je dis match nul du Milan, match nul de Paris, Paris et Dortmund passent, et puis en l'occurrence, et Dortmund est premier, Paris prendra un maxi gros en 8e, et puis Milan peut-être en Ligue des Champions s'il marque des buts. Si c'est un 0-0, en revanche, pas de Ligue des Champions. Donc voilà. Et un mot sur le choc en Italie, non? Oui, absolument, tout à fait. Le choc en Italie, t'as absolument raison. Chukwueze a pas kiffé son remplacement. Non, bah non. Non, mais c'est ça, le problème aussi, c'est que là, les joueurs, ils commencent à se rebeller contre Pioli. Hein. Je sais pas si t'as remarqué Pipovici, mais ça n'arrivait jamais avant. Et là, maintenant, ça commence. T'as beaucoup de joueurs qui gueulent quand Pioli les remplace. Puisqu'ils n'ont pas à faire. Hein. Tu te tais et tu respectes les choix du coach tant que c'est le coach. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais après, voilà. Le choc en Italie. Oui. C'est vrai, c'était un beau choc. Enfin, c'était un beau choc. Non, c'était un choc. Ils ont gagné fino à la fine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment à la Juve, quoi. Ils ont gagné à la Juve, but de Gatti. Voilà, bon, c'était un beau but, c'était plus sympa. Mais oui, effectivement, c'est plus la défense qui l'a emporté sur l'attaque qu'autre chose. Donc oui, et le Napoli est complètement désarticulé, c'est ce qu'on dit en gros, c'est ce que je disais, il n'y a plus que des réflexes conditionnés dans cette équipe. De temps en temps t'as une ébauche d'action qui est belle et puis tout d'un coup tu sais pas en fait, hein, donc voilà. La défense de la Juve a roulé sur les attaquants napolitains, d'ailleurs, joli loupé du Georgien aussi, seul face au cage. Ah ouais, l'ouverture en profondeur là enfin pas en profondeur d'ailleurs, la passe latérale de Osimhen sur le contre, mais en fait c'est son contrôle qui est pas bon. C'est la première touche, son contrôle il est trop long, et ce qui fait qu'il se retrouve trop près des cages, trop près du goal, et puis il est obligé de frapper un peu bout du pied, enfin un petit peu avec le corps en arrière, et ça part en l'air. Mais c'est son contrôle qui est pas bon. Là, franchement, Kvaratskhelia, on le reconnaît plus vraiment, hein, donc voilà, bah c'était peut-être un feu de paille, hein, on peut pas savoir. Moi j'avais l'impression qu'il avait vraiment du
du talent, mais bon. Okutonujo, c'est après l'ouragan Garcia. Ouais, mais moi j'appelle ça l'ouragan De Laurentiis en fait. Hein. Tu passes de Spalletti à Garcia à Walter Mazzarri, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Oui, tu peux terminer avec Laurent Blanc, comme disait Kif Kony. Et là t'as fait le triptyque magique si t'as envie de couler ton club. Je pense qu'en fait, au fond de lui, De Laurentiis, il est fan de Bari et il veut couler Naples. C'est pas possible en fait. Je suis sûr et certain. C'est pour ça qu'il a acheté Bari d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas normal en fait que tu fasses ça, que tu enchaînes les coachs nuls comme ça, alors que tu es champion d'Italie en titre. C'est pas quand même pas compliqué de trouver un coach bon qui veut venir entraîner le champion d'Italie en titre. Et en plus, il y a personne qui bouge. Enfin, il y a quasi personne qui est parti. Donc c'est pas comme s'il reprenait une équipe à la ramasse. T'as tes deux stars, Osimhen et Kvaratskhelia, qui restent au milieu du terrain. Ils sont tous restés quasi. En défense, il y a juste le défenseur central coréen qui est parti. C'est pas fou quand même. Donc tu peux quand même truc. Et Meret aussi, il y a un moment donné, il faut qu'il plonge en fait. Il faut qu'il arrête de rester debout et regarder les balles passer. En fait, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça doit faire 10 matchs. Le mec, je l'ai jamais vu plonger. Il ne plonge jamais. Il regarde juste les balles rentrer. Et vous pourrez regarder, hein, il y a même des compiles sur internet, hein, sur Meret, le seul goal en Europe qui plonge pas. Le mec ne plonge plus. C'était un bon goal, hein, Meret. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il plonge pas. C'est fini. Terminé. Il a arrêté. Il s'est dit non mais ça va. À chaque fois je salis mon short. Enfin je sais pas, je comprends pas. Bref. Reste plus que Domenech, dit Okutonujo. T'as fait le tour. Laurent Blanc, Domenech, et là c'est fini. Clé sous la porte et voilà. Et hop, il reprend Bari. Donc voilà. Ouais, en tous les cas, voilà, oui, c'était un bon choc. C'était un choc, on va dire qu'il y avait de l'intensité nerveuse, mais c'était pas un match très très foufou. Mais bon, ça m'a fait penser. En revanche, et ça c'est vrai, ils font penser à la Juve des 10 titres, enfin des 9 titres d'affilée. Vraiment. En fait, ils font vraiment penser à ça. C'est une Juve ultra pragmatique, pas du tout sexy, mais très efficace, avec des certitudes au niveau défensif. Donc voilà, et puis Chesney fait un très très bon match, lui, comparé à Meret par exemple, parce qu'il en sauve 2-3, hein, Chesney, hein. Attention, hein, c'était pas si fou que ça. Le plus beau match, c'était Atalanta-Milan. Ouais. Puis le plus bizarre, c'était Fiorentina-Roma, qui était vraiment n'importe quoi, ce match. donc voilà. Bon, écoutez, au JCRM, t'en penses quoi des fans de Séville interdits de stade pour le choc de demain? Une aberration pour moi. J'écoutais là juste avant, là, un truc, et en parlant de ça, vous savez que la saison en Grèce va se terminer intégralement à huis clos. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a tellement de problèmes de supporters et de violence dans les stades qu'en fait, le gouvernement a décidé de faire toute la saison à partir de maintenant à huis clos pour tous les matchs, 100% des matchs de championnat. Donc là, il n'y a même plus une question de est-ce que tu fais déplacer les supporters ou pas. C'est carrément, il n'y a plus de supporters. Donc c'est Covid, ambiance Covid. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Donc je rebondis là-dessus parce que c'est la question que tu poses sur les fans de Séville. La France rencontre quelques problèmes ces derniers temps avec tous les événements sportifs footballistiques qu'elle organise. En gros, hein, au championnat, on voit que ça part en couille. Finale de Ligue des Champions, je sais pas si vous vous souvenez, au Stade de France, c'était spectaculaire quand même. Donc effectivement, c'est assez compliqué pour la France, et je pense que à quelques mois des Jeux Olympiques, je pense que en fait ils essayent de minimiser les possibilités d'inquiéter tout le monde. Donc en fait, en gros, ce sont des décisions qui sont pas prises, qui sont pas footballistiques. C'est pas uniquement dans l'intérêt supérieur du football. Il y a les JO qui rentrent là-dedans, et la France en fait n'arrive pas à gérer les supporters en déplacement, que ce soit des supporters français ou étrangers, à chaque fois qu'ils viennent en France. Alors je sais pas pourquoi et je sais pas comment. C'est quand même fou parce que ça n'arrive pas dans les autres pays. Mais enfin ça arrive pas. Bah, on voit par exemple la Grèce, voilà, mais on n'est pas, enfin par exemple en Angleterre ou en Allemagne, il n'y a pas ce type de problème. Il y a des problèmes en revanche en Hollande, hein, énormément de violence en Hollande dans les stades, et d'ailleurs il y a beaucoup de déplacements de supporters qui sont interdits en Hollande. En Belgique aussi ça peut arriver de temps en temps sur certains derbys ou des choses comme ça, mais
Mais c'est vrai que en Italie, par exemple, ça arrive quasi jamais. En Espagne, c'est la même chose, ça n'arrive quasi jamais. Il y a eu un drame ce week-end, mais c'était complètement fortuit, n'a rien à voir avec les supporters. Donc, il faut savoir que effectivement, la France, je pense, est en train d'essayer de renvoyer une image peut-être un peu plus sereine de son sport et de l'organisation d'événements qu'elle n'a pu le faire ces derniers mois. En fait, depuis la Ligue des Champions, ça a quand même sérieusement enchaîné, quoi. Il y a eu un mort là encore. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a eu un mort. Il y a eu les débordements Marseille-Lyon. Il y a eu Nice. Ça n'a pas arrêté depuis le début de saison. Et puis la saison dernière s'est terminée avec Saint-Étienne, l'envahissement du terrain. Bref. Enfin, c'était n'importe quoi. Bordeaux, le supporter qui descend, qui va taper un joueur, etc. Enfin, c'est assez complexe. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils arrêtent, tout simplement. Ils arrêtent à cause des JO, parce que là, sinon, ça va être très compliqué. Donc voilà. Le plus beau match, c'était le but de Lukaku m'a trop fait rire, effectivement. Et au JCRM. D'ailleurs, en Suisse, le derby de Lausanne, Genève, était sympa. Je regrette de ne pas y être allé avec mon fils. Pourquoi c'était un carnage? On en aurait pris plein les yeux. Il y a eu Ligue des Champions et tout. Il y a eu gaz lacrymogène et tout. Je sais pas, j'avoue que je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais oui, bah c'est bien que tu sois pas allé avec ton fils. Gros débordement, oui. Ah bah oui, mais en même temps c'est le derby de la Suisse romande, hein. Donc mais bon, c'est parti en sucette totale. Ah bah je vais aller voir les images. Ok, très bien. Bah, après, c'est aussi je sais pas, il y a des espèces de tendances comme ça. Vous voyez, malheureusement, il faut le dire, enfin, moi je le dis, c'est malheureusement, les nationalismes rejaillissent dans tous les pays d'Europe, et même dans tous les pays du monde, mais en particulier dans tous les pays d'Europe, le populisme en particulier. L'espèce de hooliganisme aussi, alors on peut peut-être pas nommer ça comme ça, mais en tous les cas les gens un petit peu extrêmes dans les stades aussi. Enfin, il y a plusieurs choses qui reprennent un petit peu de la force ces derniers temps, qui sont pas forcément très très rassurants, on va dire, pour le futur, mais après, voilà, on a toujours eu des passages comme ça, hein. On peut pas considérer que la situation dans les stades est aussi grave que celle qu'il y avait dans les années 80, par exemple, ou 70, en Angleterre, mais pas que, hein, en Allemagne, en Hollande, etc. Enfin, les déplacements à l'époque, c'était carrément la guerre, hein. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est reparti un peu dans un mood qu'on avait oublié depuis une trentaine d'années. Donc ça nous fait bizarre, effectivement. Et puis quant au populisme, c'était quand même quelque chose qu'on avait oublié depuis bien une soixantaine d'années. Ça nous faisait du bien. Et bon, bah là, c'est reparti depuis un petit moment, hein, d'ailleurs. Attention, mais voilà. Ouais, les gens ont tendance à se radicaliser. Et potentiellement, là, je vais faire de l'analyse psychologique à 2 balles, mais potentiellement, je crois que les réseaux sociaux sont quand même un petit peu responsables en partie de ça, les gens qui se radicalisent dans un sens ou dans un autre. Maintenant, on a beaucoup de mal à être un peu gris ou à avoir un avis mesuré. Il faut toujours être pour ou être contre, et c'est vrai que tout ça favorise ce genre de choses. Donc voilà. Hâte de voir un barrage Saint-Étienne-Lyon, absolument au niveau ambiance, on sera servi, effectivement. En tous les cas, très belle ambiance hier à Lyon, hein. Franchement, dans le stade, c'était cool, c'était sympa de voir un petit peu l'équipe être à nouveau soudée avec son truc. C'est à cause de Mohamed Eni qui casse tout chez lui, tout à fait, c'est lui là, à force de casser des télés à chaque fois qu'il est énervé que l'OM a perdu. Donc voilà, bref. Et d'ailleurs, Gattuso fait un super boulot, hein, à l'OM, hein. Honnêtement, ça commence à prendre, hein. C'est bien, depuis qu'il a changé, qu'il est passé en 3-5-2, c'est vachement mieux. Bon, voilà, écoutez, ce sera tout pour ce soir sur ces analyses un petit peu, on va dire, sociologiques à 2 balles que j'ai faites. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça a été un plaisir de passer du temps avec vous, de parler football. On se retrouve jeudi pour débriefer un petit peu de tous ces matchs de fou qu'on aura eu demain et après-demain à la télé. Et puis voilà, Gattuso va sauver des télés, il a tout à fait raison, Okutonojo. Et puis bah voilà, on se reparle, ça me fait vraiment très très plaisir que vous soyez tous là dans les commentaires. Allez, un petit dernier, Pipovici qui nous dit ils pourront pas les jouer, ils ont un concert de Taylor Swift Lyon pour les barrages. Oui, c'est vrai que c'est vrai absolument. Tu as tout à fait raison. Le stade est réservé pour Taylor Swift le jour des barrages. Donc bref, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez, merci beaucoup et n'oubliez pas les gars, à bientôt et ciao les gars, ciao ciao.